Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition en direct du Sénat, votre programme qui revient tous les jeudis sur les temps forts de l'actualité de la Chambre haute du Parlement. Voici les titres cette semaine. À la une, il y a le Sénat qui continue l'examen du projet de loi de finances. Le vote solennel est prévu sur l'ensemble du texte lundi 15 décembre. Nous ferons un zoom sur le budget de l'écologie et celui des collectivités locales. Également à la une cette semaine, Benoît Cœuré, le président de l'autorité de la concurrence, qui était reçu ce matin au Sénat pour parler de la compétitivité de l'Union européenne. Et troisième titre cette semaine, le vol fracassant au Louvre le 19 octobre dernier. Les sénateurs qui ont reçu hier les auteurs de l'enquête administrative diligentée par le ministère de la Culture, elle est accablante, vous allez le voir. Mais d'abord donc, le budget. Depuis 2 semaines, les sénateurs examinent le texte rejeté par les députés. Ils ont largement réécrit plusieurs volets, comme celui de l'écologie. Le Sénat qui a notamment réduit le budget de l'Office français de la biodiversité. Voyez ces extraits préparés pour Public Sénat par Mathilde Noutarelli et Gauthier Dufossé. J'arrive avec une série d'amendements d'économie beaucoup plus modestes, mais assez ciblés. Et le premier vise à s'inscrire dans les travaux de la Commission des finances, à savoir aller chercher la trésorerie dormante. Quand on est en déficit et qu'on emprunte, il n'y a pas de raison que de la trésorerie se trouve chez les opérateurs. Et donc, effectivement, à la fin de l'année 2025, la trésorerie de l'OFB sera à un niveau largement plus haut que celui qui est prévu par son COP. Donc, l'amendement vise à ramener la trésorerie au niveau prévu par le COP, soit 40 millions de reprise de trésorerie. Bien, je vais demander l'avis du ministre sur l'amendement de la Commission. Merci Madame la Présidente. En saluant le travail constant, régulier et opiniâtre, Madame le rapporteur, sur les opérateurs de l'État, peut-être pour redire à quel point la trésorerie est elle aussi fluctuante de l'OFB tout au long de l'année, puisque par exemple, au 1er avril, elle est tombée à 55 millions d'euros sur un budget qui est de l'ordre de 600 millions d'euros. Par conséquent, moi je crains que si vous reprenez une partie de cette trésorerie, vous ne veniez à fragiliser l'organisme, notamment sur les engagements nouveaux qui sont les siens. Je pense à des programmes nationaux très importants comme la réduction des produits phytosanitaires ou le soutien à l'ensemble des projets territoriaux qui sont portés par, évidemment, les Outre-mer, par les collectivités ou par les fédérations des chasseurs. Par ailleurs, il faut aussi souligner que beaucoup d'efforts d'économie ont été intégrés d'ores et déjà dans le budget de l'OFB, dans son budget initial qui a été voté le 27 novembre dernier. Donc, par conséquent, le gouvernement est défavorable à cet amendement, mais vous avez raison, il faut évidemment que l'établissement recentre ces différents dispositifs d'intervention discrétionnaire dès cette année, parce que votre amendement l'évoque également, afin d'assurer sa soutenabilité et mettre en place des économies à hauteur d'environ 10% sur ces dépenses de fonctionnement. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Weber, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, vous ne serez pas étonné que je m'oppose à cet amendement, parce que d'abord, je crois que c'est une vue un peu étriquée de la situation, puisque vous savez très bien que d'abord, dans ces sommes-là sont prises en compte les différents programmes pour lesquels intervient l'OFB. Ce n'est pas simplement l'activité de l'OFB en tant que telle, c'est aussi le décaissement vis-à-vis de partenaires européens pour lesquels l'OFB est engagé. Je pense en particulier au programme LIFE. Et puis c'est d'éviter, parce que vous avez fait référence à la COP, mais au contrat d'objectifs et de performance, mais je rappelle que celui-ci prévoit en effet de limiter à 30 jours. Mais quand on regarde effectivement à la fois l'activité qui doit être soutenue par l'OFB, eh bien on s'aperçoit que finalement ces 57 jours ne sont pas tant en décalage par rapport à ces 30 jours. Donc je crois que ce serait une erreur que de prendre ces 40 millions d'euros. Merci Monsieur Weber. Monsieur Blanc. Oui, on a eu un échange. Je vais faire une prise de parole. On a 2 amendements qui visent à diminuer les crédits au niveau de l'OFB. Deux remarques. La première, c'est on a discuté pas plus tard que la semaine dernière sur la partie 1 et de nombreuses personnes sur les bancs nous faisaient remarquer la nécessité pour un certain nombre d'acteurs, de structures, d'avoir des fonds propres suffisamment solides et d'avoir des trésoreries suffisamment solides. Ce qui est vrai pour des entreprises, l'est vrai aussi pour des agences, l'est vrai pour un certain nombre de structures. Si on veut être capable de se projeter, on a besoin d'avoir une trésorerie solide. Première remarque. Deuxième remarque, juste avant, on avait un débat sur les forces de sécurité. L'OFB, c'est aussi
la police de l'environnement. Et c'est tout à fait symbolique de voir la nécessité des discours pour renforcer les forces de gendarmerie et de police, et de l'autre côté, de vouloir s'attaquer au crédit de l'OFB. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal extrêmement ferme que vous adressez. Merci. Madame la rapporteure, je vous en prie. Alors, il ne faut pas faire dire à mon amendement ce qu'il ne dit pas. Et sur la police de l'environnement, je pense que j'ai largement écrit pour dire qu'il fallait la renforcer et la mutualiser. J'appelle juste l'État à être cohérent avec lui-même. L'État est signataire du COP. Je fais juste que mettre en cohérence la trésorerie et le COP. Donc si on estime tous qu'il faudrait un niveau de trésorerie plus élevé, à ce moment-là, il faut revoir le COP. Merci. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement de la commission qui a un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous continuons, Madame la rapporteure, avec votre amendement 2025. Oui, alors cet amendement, cette fois-ci, il s'intéresse à l'ADEME, et là aussi de manière assez ciblée pour 16 millions en AE et 15 millions en CP. Il vise d'une part à arrêter de financer sur le budget de l'ADEME les soutiens aux projets d'éco-conception, de réemploi, de recyclage dans les entreprises, parce que ces politiques publiques, elles sont déjà portées et elles devraient être mieux portées par les filières REP, on en a déjà largement parlé, à anticiper et un peu à forcer la main sur la rationalisation et la mise en commun avec les autres agences du ministère et avec le ministère lui-même au travers du commissariat général au développement durable, de tout ce qui a trait à l'expertise, à la recherche et au traitement des données. Et enfin, supprimer les crédits relatifs à l'Europe et à l'international. Le ministère, il me semble, est doté d'une direction des affaires européennes et internationales, la DAU, qui peut faire ça. Un opérateur n'a pas, c'est pas dans ses missions. Monsieur le ministre, votre avis sur l'amendement de la commission? Merci Madame la Présidente. Écoutez, on soutient évidemment l'objectif de rationalisation tel que prévu par cet amendement, mais on ne peut pas avoir à la fois la baisse du fonds économie circulaire, qu'on soutient puisque c'est le gouvernement qui le propose, et en plus la baisse des crédits de l'ADEME qui sont destinés aux mêmes missions. Parce que ce que vous proposez, mais sauf si j'ai mal compris, c'est de réduire notamment le soutien aux projets d'éco-conception, de réemploi, de recyclage, sauf à ce que j'ai mal compris votre amendement. Mais on ne peut pas, dans la même séance, demander plus de crédits pour le fonds économie circulaire et de l'autre, réduire les crédits qui sont liés à l'ADEME pour ce faire. Et d'une manière générale, vous avez raison, il y a aujourd'hui des filières REP qui ne sont pas suffisamment matures, pas suffisamment rationnelles économiquement. Il y a également tout un tas de produits qui ne sont pas dans des filières d'économie circulaire. Et donc, il faut des crédits en amorçage ou en soutien. C'est l'objet de ce que fait l'ADEME, c'est l'objet de ce que fait également le fonds économie circulaire. Mais on ne peut pas prendre appui sur ce manque de rationalité économique, me semble-t-il, pour réduire les deux. En revanche, moi, je suis extrêmement sensible à ce que vous avez dit s'agissant des études. Et il faut impérativement que nous, au ministère, on s'engage à ce qu'il n'y ait absolument aucun doublon dans les études. Et c'est un travail que l'on peut peut-être mener conjointement. Donc, c'est un avis défavorable. Madame la rapporteure. Oui, pour éclairer le ministre et peut-être l'Assemblée. En fait, à l'intérieur du budget de l'ADEME, il y a plusieurs lignes qui sont directement inscrites dans le PAP du programme 181. On a le fonds économie circulaire, on a le fonds chaleur, et ensuite on a le budget incitatif de l'ADEME, en gros une centaine de millions d'euros, qui vise à prendre les dépenses, les actions que mène l'ADEME en propre. Et donc c'est dans ces 100 millions d'euros que je suis venue chercher de manière précise des actions qui peuvent déjà être menées par ailleurs. Donc en fait, ce qui va sur les REP, enfin ce qu'on vise à transférer, c'est des choses qui viennent en complément du fonds économie circulaire et qui viennent aussi en complément du budget de surveillance des REP, qui est un budget annexe au budget de l'ADEME, dont on ne discute pas ce soir parce qu'il est financé directement par un prélèvement sur les éco-organismes. Merci. Monsieur Dantec, pour explication de vote. Oui, juste une question à Madame la rapporteure, qui souhaite supprimer l'intervention internationale, européenne et internationale de l'ADEME. Cette intervention, c'est quoi? C'est que l'ADEME, avec son savoir-faire, sa capacité de mutualisation des expériences menées sur le terrain, et notamment dans les collectivités territoriales, mais quelques millions sur le fait que cette expérience, ce savoir-faire, ces bonnes pratiques soient connues à l'extérieur. Donc c'est de l'argent extrêmement efficace parce que ça permet à d'autres, ailleurs dans le monde, en Europe
ou à l'international, de justement pouvoir bénéficier de ce qu'on a fait en France et de nos meilleures pratiques. Donc ma question est extrêmement simple. Vous le supprimez, qui le fait? Merci, Monsieur Dantec. Bien. Je vais mettre aux voix l'amendement de la commission qui, je vous le rappelle, a eu un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. J'ai 17 amendements en discussion commune. On commence avec l'amendement de la rapporteure, au nom de la commission des finances. Oui, je poursuis mon petit travail de recherche et cette fois-ci, donc, je viens voir l'Office français de la biodiversité et cette fois-ci, pour 11 millions d'AE et 15 millions de CP, à venir supprimer les dépenses relatives à la communication et à la sensibilisation de l'opérateur, hors bien évidemment les dépenses consacrées au personnel. Je rappelle que dans cet hémicycle, on nous a présenté il y a quelques jours le loto de la biodiversité comme étant l'outil par lequel l'OFB pouvait communiquer vis-à-vis du plus grand nombre sur la nécessité de faire attention et de protéger la biodiversité. Donc voilà une dépense de com gratuite portée par la Française des Jeux. Et pour tout le reste, il y a besoin de mutualiser au sein du ministère. Merci. Monsieur Louot. Eh bien, écoutez, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, écoutez, du coup, je suis un petit joueur, donc je vais plutôt le rendre identique à Madame Lavarde et je soutiendrai bien évidemment. Merci. Je continue. C'est Monsieur Moret. Monsieur le rapporteur, je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui propose de diminuer de 3 millions les crédits de VNF. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure en discussion générale, l'idée c'est de diminuer les crédits de VNF et en revanche de stabiliser leur plafond d'emploi. C'est quelque chose qui est proposé en accord avec eux. Merci. Madame Fareyas, le suivant. Je vais défendre ensemble les deux amendements 1596 et 1595 qui sont tout à fait presque identiques. Mais je tiens à préciser que depuis de nombreuses années, les opérateurs chargés de la mise en œuvre de la politique de transition écologique, ils apportent une ingénierie, une expertise scientifique et technique indispensable dans nos territoires. Alors même que les enjeux climatiques s'intensifient, nos engagements impliquent le renforcement des moyens, le projet de loi de 2026 prévoit une réduction très significative des effectifs au sein des opérateurs. Depuis 2017, plus d'1 million d'emplois publics spécialisés ont été supprimés. 404 au CEREMA, 144 à l'hygiène, 382 à Météo France, 447 à Voies navigables et 27 dans les opérateurs de la biodiversité. Dans un département comme le mien, la Dordogne rurale est très étendue. Les petites communes doivent faire face à des pressions environnementales croissantes, que ce soit les RGA, les inondations et les sécheresses. Dans ces conditions, comment répondre efficacement à ces crises qui se répètent et s'intensifient lorsque la diminution des effectifs compromet directement la capacité de l'État et de ses opérateurs à agir de manière proactive et coordonnée ? Par ces deux amendements, nous vous proposons d'une part de revenir sur ces suppressions de postes et de rétablir l'équivalent de 73 postes supprimés en 2026 par l'attribution d'une enveloppe de 5,1 millions d'euros aux opérateurs concernés. Merci, chers collègues. Monsieur Roux, pour le suivant. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, si vous voulez bien, je vais défendre le 1218 et 1219. Le CEREMA subit dans ce projet de loi de finances une nouvelle baisse de 4,3 millions d'euros de sa subvention pour charges de service public ainsi qu'une réduction supplémentaire de 25 TP. Ces diminutions s'inscrivent dans une trajectoire continue et placent l'établissement dans une situation financière critique. Cette situation est d'autant plus incompréhensible que le CEREMA a mené à bien une réforme exemplaire, inventaire complet de ses missions, réduction de 20% de ses effectifs et de sa CSP en 5 ans, tout en augmentant son activité de 10%. Donc nous proposons par cet amendement un abondement de 20 millions d'euros correspondant à son déficit structurel, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est un amendement de repli qui propose d'augmenter la subvention pour charges de service public du CEREMA de 4,3 millions d'euros et de mettre fin à cette trajectoire de baisse systématique.
Merci. Merci, Monsieur Roux. Monsieur Gillet, pour le suivant. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, comme l'a indiqué mon collègue Roux, le CEREMA fait partie des opérateurs de l'État qui ont fait le plus d'efforts en matière de maîtrise budgétaire et de transformation aussi de leur offre de services pour l'adapter réellement au niveau des besoins. Et donc, elle a mis en place un plan d'économie volontaire qui est quand même remarquable. Et le CEREMA ne semble pas récompenser justement du travail qui a été mené, puisque pour 2026, il y a donc une diminution de 25 équivalents temps plein, ce qui est quand même particulièrement important. Donc en 10 ans, les effectifs dotation du CEREMA ont diminué déjà de 20%, alors que son volume d'action, lui, a augmenté de 10%. Donc le présent amendement propose de revenir sur la suppression des 25 ETP et sur la baisse de la CSPP de 7,3 millions d'euros sur un total de 8,55 millions d'euros. Je vous remercie. Madame Havet, 1462. Merci, Madame la Présidente. Comme l'ont dit mes collègues Monsieur Roux et Monsieur Gillet, l'amendement vise à maintenir les moyens alloués au CEREMA au niveau de ceux de 2025. Merci beaucoup. Monsieur Dantec. Oui, Madame la Présidente, en écho à ce qui vient d'être dit, je trouve que d'un point de vue purement pédagogique, comme signal donné aux opérateurs de l'État, dont on veut tous qu'ils fassent des économies, si vous en avez un qui fait l'effort et qui l'a fait, on le baisse quand même l'année d'après. Moi, si j'étais un opérateur, dans ce cas-là, j'essaierais d'aller le moins vite possible sur la baisse, puisque de toute manière, l'année d'après, j'en aurais une quand même. Donc, je vous alerte sur le caractère anti-pédagogique de ce point. Donc, comme mes collègues, je propose évidemment la restauration des moyens du CEREMA, mais surtout, et je reprends ma casquette aussi de président de la commission spécialisée sur l'adaptation, on vient de voter, enfin, on vient de décider, c'est pas un vote, d'avoir un PNAC ambitieux. On va demander aux collectivités territoriales dans les prochains mois, dans les prochaines années, d'aller beaucoup plus loin sur l'adaptation au changement climatique. C'est le CEREMA, leur interlocuteur en termes de soutien technique. La demande va exploser au niveau des territoires pour être accompagnés sur l'adaptation au moment où on baisse les subventions du CEREMA. Donc là, il y a quelque chose de totalement contradictoire à réparer. Et pour ne pas peiner Vincent Capo-Canellas ou Stéphane Demilly, il s'agit de lever le gage plutôt que de priver l'aviation de 8 millions. Merci, Monsieur Dantec. Nous continuons avec le 1331. Monsieur Gillet, vous ne l'avez pas présenté. Il est défendu. Je vous remercie. Le 1326, Monsieur Weber. Oui, pour revenir sur l'OFB, il s'agit en l'occurrence de maintenir les crédits de l'OFB qui subit là aussi des suppressions, et donc de 16 ETP. Je pense que quand on voit le travail qui est à faire sur la stratégie nationale biodiversité, par exemple, je pense que c'est à l'OFB demain qu'il reviendra une partie de ses missions, alors que l'on ne remplit pas tout à fait les objectifs à atteindre. Et je fais aussi référence à tout à l'heure ce que vous disiez, Madame la rapporteure, puisque quand on a parlé des énergies renouvelables, vous parlez du rapport qui a été fait par les agents de l'OFB. Donc je crois que c'est une forte ingénierie aussi au service des territoires. Et donc en l'occurrence, je pense qu'on en a vraiment besoin actuellement. Merci. Merci. Qui présente le 1515? Monsieur Jacquin était premier signataire. Monsieur Gillet, il est défendu? Merci. Monsieur Weber, on continue. Le 1328. Merci. Madame Havet, le suivant, le 1461. Merci beaucoup. Le 1333 est également défendu, Monsieur Gillet? Très bien. Et le dernier, le 1330, est également défendu. Eh bien oui, vous me dites pas oui, mais je considère que c'est oui. Alors, je vais demander l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements. Alors, on y va. On parle à plusieurs voix. Donc l'amendement de Monsieur Louault, j'y suis favorable puisqu'il est identique au mien. Sur les deux amendements de Madame Varayas, le 1596 et le 1595, ce sera un avis défavorable. Aujourd'hui, les effectifs des opérateurs ont augmenté sur la période récente, alors que ceux de l'administration centrale ont considérablement diminué. Je pense qu'il y a une réflexion d'ensemble à avoir sur l'articulation entre ministères et opérateurs. Et tant que cette articulation et cette clarification n'a pas été faite, il n'y a pas lieu de refaire des mouvements massifs de création d'emplois chez les opérateurs.
Pour l'amendement 1331 de M. Gillet sur le Conservatoire du littoral, il y a déjà 2,5 millions d'euros de la hausse du plafond de la taxe qui a été votée en première partie. Et par ailleurs, il ne vous a pas échappé que le groupe Les Républicains a porté une taxe sur le principe pollueur-payeur qui va venir notamment abonder les actions du Conservatoire du littoral à hauteur d'un rendement qui est escompté à 100 millions d'euros. Donc je pense que vous êtes largement satisfait. Sur Michael Weber pour l'augmentation du plafond de l'OFB, juste rappeler quand même que l'Office a gagné 100 équivalents temps plein depuis 2021. Sur les parcs, Monsieur Weber, là aussi, eux, ils ont gagné 48 ETP depuis 2021. Et par ailleurs, en première partie, on a aussi voté une augmentation fléchée vers les parcs naturels. Enfin, Madame Havet, pour son amendement rapidement défendu, je pense que c'est un amendement d'appel, donc je l'invite à le retirer, surtout qu'il sera largement couvert par les recettes du loto de la biodiversité. Et enfin, pour l'amendement de Monsieur Gillet sur les agences de l'eau, là aussi en première partie, on a relevé le plafond des agences de l'eau. Et juste quand même pour dire que les agences de l'eau, depuis 2018, elles sont engagées dans un programme de mutualisation entre les 6 agences de bassin, que depuis 2018, il y a une mutualisation qui est arrivée à son terme, c'est le système informatique. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que ce n'est pas en leur rajoutant des ETP qu'on va forcément accélérer ce mouvement de rationalisation. Il y a besoin effectivement d'argent dans les agences de l'eau pour financer les dépenses d'intervention, pas tant pour faire fonctionner les agences elles-mêmes. En quelques secondes, je voudrais amorcer le débat sur les fonds de soutien à l'investissement des collectivités en prolongation de ce que nous avons déjà dit lors de l'amendement de Mme Espagnac. Et Madame la Ministre, je vous ai entendu utiliser l'argument du cycle électoral pour justifier la baisse de soutien de l'État aux collectivités locales. Et j'ai regardé les chiffres de la DGCL pour les dépenses d'équipement du bloc communal en 2008, en 2014 et en 2020. Et s'il est vrai qu'on note une accélération des dépenses d'équipement des communes l'année qui précède le renouvellement municipal, l'année même des élections, il n'y a pas d'effondrement de l'investissement communal. Et donc, justifier qu'il faudrait baisser les soutiens en 2026 à la raison qu'il y aurait des élections, je trouve cet argument un peu spécieux, d'autant plus que le contexte aujourd'hui fait que depuis 2020, nous observons que les constructions publiques ont des coûts qui explosent. D'ailleurs, nous vous avons remis, Madame la Ministre, un rapport commis avec Anne-Catherine Loisier, avec Cédric Chevalier et Patricia Schillinger, pour démontrer effectivement que les dépenses d'équipement des collectivités augmentent beaucoup plus vite désormais que leurs recettes. Et enfin, j'aurais une question à vous poser, parce qu'en commission DETR, comme tous mes collègues, je siège à la commission départementale, nous voyons passer les dossiers qui reçoivent des subventions de plus de 100 000 euros. Nous avons accès à la liste de celles qui reçoivent des subventions de moins de 100 000 euros, mais nous n'avons pas la liste de tous les projets déposés par les collectivités qui ne reçoivent aucune subvention. Et je crois qu'il y a là un formidable vivier de projets qui attendent des subventions. Et donc, les années électorales, si vraiment vous manquez de dossiers, peut-être qu'on pourrait soutenir les projets qui ne voient jamais de subvention. Je vous remercie. Merci, Monsieur Arnaud, pour une prise de parole sur l'article. Oui, Monsieur le Président, je reprends les questions que j'ai posées, dont une partie vient d'être rappelée par mon collègue Jeunet sur le cycle électoral, donc je ne vais pas être plus long. Et j'avais une deuxième question tout à l'heure, c'était de savoir de quelle manière la DSIL qui va être affectée dorénavant à la main des préfets de département va être calculée pour l'attribution départementale eu égard au cycle précédent. Et je souhaiterais que ce cycle soit un cycle triennal pour éviter qu'on ait des effets de bord ou de mauvaise répartition de la DSIL aujourd'hui attribuée par les préfets de région à chacun des départements. Donc j'aimerais connaître la règle qui sera, à partir de 2026, appliquée en la matière. Je vous remercie. Merci. Nous passons... Oui. Monsieur Barros. Oui, merci, Monsieur le Président. La fusion des 3 dotations est un instrument unique, modifie la nature même de la relation entre l'État et les territoires. Ce mouvement inquiète fortement les élus locaux car il remet en cause un équilibre patiemment construit entre l'État et les collectivités. Jusqu'ici, les dotations d'investissement, puisqu'il s'agit de la DETR, la DSIL et la DPV, s'appuyaient sur une architecture différenciée, combinant des logiques nationales, régionales et départementales et intégrant des instances de dialogue, notamment les commissions associant les élus. Elle traduisait les principes de l'adaptation des outils de l'État aux besoins spécifiques des territoires.
Or, l'article 74 supprime ces différences. Les élus ruraux comme urbains l'expriment clairement lorsque les enveloppes deviennent fongibles, lorsque les critères se resserrent autour de priorités nationales, la capacité des élus locaux à infléchir l'allocation des crédits se réduit mécaniquement. Le risque, c'est l'uniformisation des réponses, là où les besoins sont par nature inégaux, hétérogènes et territorialisés. On aura l'occasion de défendre, mais peut-être, je pense, on fera défendu pour l'ensemble des amendements que nous déposerons, de suppression évidemment de cet article. Merci. Monsieur Pacaud, pour une prise de parole sur article. Oui, un petit mot concernant effectivement ce FIT, ce nouveau fonds qui, pour reprendre l'expression de Madame le ministre tout à l'heure, est censé simplifier les choses. Mais simplification, il ne faut pas que ça soit une mystification. Et très concrètement, cette fusion fait peur à tout le monde et notamment aux petites communes. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est réserve parlementaire. Ça a disparu, on n'en veut plus. Mais cette espèce de grand FIT, ce sera une énorme réserve préfectorale. Le préfet fait ce qu'il veut. Il existe effectivement les préfets, puisque la DSIL était liée au préfet de région, mais il semblerait que maintenant, il y ait un regard départemental, et ça, c'est très bien. Toujours est-il que lorsque le préfet, qui ne connaît pas forcément parfaitement son département, va avoir des dossiers qui vont venir, il aura peut-être un petit peu tendance à être plus sensible aux grandes villes. Les petites communes qui avaient la sécurité de l'enveloppe de la DETR sont très inquiètes. Alors elles sont aidées par les sénateurs, mais on a vraiment très peur que la disparition, la fongibilité de la DETR pénalise avant tout la ruralité. Monsieur Buis, vous avez la parole pour une prise de parole sur article. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je souhaite à mon tour relayer les alertes des élus locaux et attirer votre attention sur le risque que fait peser l'article 74 sur les collectivités. En fusionnant la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville et la dotation de soutien à l'investissement local au sein d'un nouveau fonds d'investissement pour les territoires, on simplifie certes les sigles, mais à quel prix ? Celui de la lisibilité pour nos communes. La DETR, la DPV et la DSIL ne sont pas de simples acronymes, ce sont des outils concrets indispensables à la réalisation des projets locaux. Les regrouper dans un fonds unique favoriserait de fait les territoires dotés des meilleures capacités d'ingénierie, à savoir les grandes villes et les métropoles, tout en risquant de pénaliser les petites communes rurales déjà confrontées à la captation des crédits par les villes préfectures ou sous-préfectures intégrées à des intercommunalités majoritairement rurales. Le fait de modifier ces dotations à quelques mois des élections municipales semble également être le pire moment pour permettre aux citoyens de comprendre l'action de leurs élus et le travail accompli sur le terrain. C'est pourquoi, au nom des communes rurales et des maires de proximité, nous défendrons un amendement de suppression de cet article pour garantir que la DETR et les autres dotations continuent de jouer pleinement leur rôle au service de tous les territoires, sans dilution ni perte de lisibilité. Merci, Monsieur Benaroche. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été répété par mes collègues, que je partage parfaitement. Et nous avons aussi déposé un amendement de suppression. Je voulais juste faire une petite remarque, et ce n'est pas polémique, mais je vais quand même la faire. Certains parmi vous sont intervenus très justement en expliquant qu'on ne pouvait pas laisser tout ça, surtout regrouper, fusion égale confusion, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Lurel. Vous avez fait remarquer qu'on ne pouvait pas laisser en fait tout ça aux mains du représentant de la nouvelle centralisation déconcentrée qui est le préfet. Et vous avez parfaitement raison. Et donc juste une chose quand même, je vous le dis parce que vous l'avez fait souvent ces derniers mois, ne votez pas systématiquement des pouvoirs supplémentaires, y compris dérogatoires au préfet. Merci, Monsieur Lemoine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, je tenais à porter ma voix avec celle d'autres pour dire combien ce fonds d'investissement des territoires qui vise à regrouper et fusionner différentes enveloppes préexistantes, DETR, DSIL, fonds verts, ne manquait pas d'inquiéter. Et c'est vrai que nombre de communes rurales déjà regrettent que parfois des subventions de DETR soient attribués à des territoires qui ne sont pas, on va dire, ruraux dans la façon dont ils sont perçus. Par ailleurs, je vois dans la rédaction de l'article, dans le premier paragraphe qui crée le FIT, le fait que ce FIT est créé pour les EPCI et les communes, dans cet ordre-là. Or, il me semble, Madame la Ministre, que le fondement de notre organisation, c'est bien la commune. Et donc, il me semble d'ailleurs que dans la rédaction même de l'article, il y a un
comment dire, un sous-jacent qui ne va pas dans le sens de la construction historique de notre pays et dans le fait que la commune est au fondement et que l'EPCI est une émanation des communes et des volontés communales et non pas une institution qui est amenée à se substituer à elle. Et donc, rien que pour cette rédaction, me semble-t-il, défaillante de l'article, il mérite sa suppression, raison pour laquelle, avec les collègues du RDPI, Bernard Buis l'a dit, nous avons déposé un amendement de suppression. Monsieur Massé, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président et Madame la Ministre. Notre groupe également s'opposera à cette fausse bonne idée de création encore d'un FIT, voilà, un acronyme supplémentaire, parce que sous l'apparence d'une simplification, en fait, on voit très bien que c'est au prix d'une réduction immédiate et significative des moyens d'investissement pour nos collectivités. Et au-delà de cette contraction budgétaire, la nouvelle architecture propose de réels déséquilibres entre les territoires. Et ça, je tiens encore une fois à le rappeler. Je pense surtout à la disparition de la DETR, qui pourtant constitue aujourd'hui un moment fort qui est bien reconnu par l'ensemble des élus, notamment sur les territoires ruraux. Cette dotation, elle est stable, elle est clairement identifiée, elle garantit jusqu'ici un accès équitable à des finances indispensables pour nos équipements de proximité. Sa fusion dans un fonds indifférencié mettrait désormais ces projets en concurrence avec d'autres priorités nationales. On créerait du flou, finalement, on n'en a pas du tout besoin. Donc il apparaît que la réforme proposée ne simplifie pas du tout, elle fragilise et c'est surtout, elle est illisible. Madame Espagnac, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Notre groupe s'opposera également à la création du FIT, évidemment. Le gouvernement prétend simplifier. En réalité, il organise, Madame la Ministre, et je le regrette, la disparition de la DETR. Il se trouve que l'an dernier, Bernard Delcros et moi-même, nous avions été jusqu'à Matignon pour nous opposer déjà, puisque nous avions entendu cette éventualité de création du FIT. Et par bonheur, par rapport au débat que nous avions eu à la loi de finances 2026, cette proposition n'était pas arrivée jusqu'à l'hémicycle. Moi, je voudrais juste dire deux choses. La DETR, elle n'est pas une variable d'ajustement dans nos territoires. Elle bénéficie à 33 865 communes rurales qui ont un besoin de prévisibilité, pas de dilution dans un fonds unique ou de crédit risque d'être déployé ailleurs. Parlons également du calendrier ubuesque. De nombreuses préfectures ont déjà publié leur guide DETR décile 2026 avec des dates limitées en dépôt à fin 2025. Comment voulez-vous que les élus s'y retrouvent quand on change les règles en cours de partie? Enfin, mes chers collègues, et ça s'adresse à tous et je vous alerte, soyons honnêtes entre nous, le nouveau critère INSEE exclura dès 2028, et je ne l'ai pas entendu sur ces bancs, des communes et intercommunalités aujourd'hui éligibles. On passera de 33 865 communes bénéficiaires de la DETR à 30 596 au sens de la définition INSEE. Ce qui veut dire que 300 communes seront demain exclues de ce nouveau fonds. Cette réforme est prématurée et mal calibrée. Gardons nos notations distinctes, sanctuarisons les enveloppes dédiées à la ruralité, travaillons plutôt sur la vraie simplification que demandent nos élus, celle des procédures, des calendriers et de la convergence des critères. Je vous demande donc, mes chers collègues, de nous opposer tous ensemble à la création de ce FIT. Monsieur Chassaing, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est également un projet de suppression de cet article. Le FIT qui remplace donc la DETR, la DPV et le DSIL est présenté comme une simplification. En fait, on risque d'aller à l'effet inverse parce qu'en fusionnant, le FIT dilue également les priorités, soutien au monde rural d'un côté, intervention dans les quartiers de ville de l'autre. Donc cette mise en concurrence de territoire ne relève pas des mêmes besoins et on risque de brouiller la cohérence des investissements publics et de ne pas répondre aux enjeux ruraux ni aux enjeux urbains. Donc nous souhaitons supprimer cet article. Merci. Monsieur Saumon, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais parvenir sur tous les arguments que je partage complètement. Rappelez quand même que la DETR, c'était aussi, je dirais, l'émanation des réserves parlementaires qui étaient allouées aux parlementaires, députés comme sénateurs en particulier, qui aidaient les petites communes justement à faire leur investissement, première chose. La deuxième chose, c'est que la pratique dont j'ai quelques années d'expérience m'a fait rencontrer des préfets, tous à essayer effectivement de faire en sorte qu'il y ait une possibilité de fongibilité d'un certain nombre de fonds.
notamment DETR, DSIL et Fonds Vert. Jamais, jamais avec la politique de la ville. C'était plutôt avec le département qu'il travaillait pour la politique de la ville. Donc manifestement, c'est oui pour une... Et ça ne fait pas donner plus de pouvoir au préfet, puisqu'il avait déjà la latitude, soit par le préfet de région pour la DSIL, soit pour le préfet pour les investissements de moins de 100 000 € de subvention par le préfet de département. Donc il n'y a pas de déconcentration supplémentaire accordée et de pouvoir supplémentaire au préfet. Par contre, il y a une nécessité de rendre cohérent la DSIL et la DETR pour les projets communaux, mais absolument pas la politique de la ville qui n'a jamais servi à aider les préfets à satisfaire les besoins des communes. Merci. Je vais donner la parole à la ministre, ce qui permettra de clôturer cette discussion. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'impression que la parole est à la Défense. Alors, je vous dis, je suis commise... Non, mais avec conviction, je vous le dis tout de suite, pour ne pas vous énerver davantage, j'émettrai un avis de sagesse. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien m'écouter pour savoir pourquoi on a fait ça, parce que je voudrais vous dire qu'il y a certains territoires d'outre-mer qui ne comprennent pas pourquoi le Sénat est aussi majoritairement contre. Mais j'ai compris, je n'ose pas dire que le sénateur est craintif et qu'il doute, cher monsieur Pacaud, de sa capacité à expliquer au préfet au sein d'une commission comment les choses se passent. Mais encore une fois, moi je m'en rends à la sagesse du Sénat. Si nous avons proposé ça, c'est parce que nous entendons régulièrement, et comme vous, j'ai siégé à la DETR, et monsieur Saumon, on était à dire, enfin, si vous ne pouvez pas mettre de DETR, mettez un peu de DSIL, mettez un peu de fonds verts, l'essentiel c'est qu'on ait des subventions. Et puis figurez-vous que dans certains départements, les enveloppes affectées ne sont pas consommées. Non, alors, la parole est à la Défense, donc je continue. Je peux vous dire, personne ne dort, voilà. Je peux vous dire... Ah, merci, monsieur le Président. Je peux vous dire, je ne donnerai pas de nom, mais je le sais et c'est vrai. Et donc, nous, notre idée, c'était de dire, permettons de répondre aux souhaits des honorables parlementaires qui sont en commission DETR pour dire on optimise les choses. Bon, maintenant, j'ai entendu, ceci dit, je veux quand même vous dire que pour moi, fusion n'est pas confusion et n'est pas disparition. Non, je peux vous le dire. Non, le sénateur est excessif. Je peux... Non. Merci. Laissez finir. La ministre, il reste 18 amendements identiques, donc voilà, vous aurez des choses à dire après. Madame la ministre, finissez. Ma réponse vaudra pour les 18 amendements, je ne reprendrai pas la parole. Je veux dire que quand ce système a été créé, je rappelle qu'en anglais, pour ceux qui maîtrisent l'anglais, fit, ça veut dire que ça va bien. Et je me rends compte qu'ici, ça ne va pas du tout. Et donc, en tout cas, nous avions mis... Non, mais... Sérieusement, nous avions mis des clauses, c'est-à-dire, je rappelle que la DETR était 1 milliard et que nous avions décrit quelles communes étaient éligibles à la DETR et nous avions gardé les critères de l'année dernière. On avait sécurisé le process. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour contrarier les honorables sénateurs. Donc, j'ai bien vu que de toute façon, toute seule, enfin, j'ai proposé, vous disposer, d'accord ? Donc, ma réponse pour tous les amendements du 22 au 1864, comme ça vous allez me pardonner ce temps de parole, c'est un avis de sagesse. Merci. Monsieur le rapporteur, madame la rapporteure, vous avez la parole pour défendre votre amendement de suppression 22. Merci, monsieur le Président. Je crois qu'au vu de toutes les prises de parole précédentes, et compte tenu des propos qu'on a pu tenir dans la DG tout à l'heure, il est largement défendu. Il se passe de tout commentaire supplémentaire. Cet amendement, vous l'aurez compris, vise à supprimer le FIT. Voilà pour cet extrait de séance qui se tenait cette semaine au Sénat. Pour en parler, j'accueille ici Henri Cabanel. Bonjour. Bonjour. Sénateur RDSE de l'Hérault. RDSE, c'est ce petit groupe centriste composé à majorité de radicaux. Nous sommes aux 2/3 de l'examen du budget du Sénat, le vote solennel sur l'ensemble du texte qui est prévu lundi. Qu'est-ce que vous pensez de la copie qui est en train d'être écrite par le Sénat à majorité de la droite et du centre ?
Écoutez, même si ce n'est pas très satisfaisant par rapport donc aux volontés du RDSE, puisqu'on avait posé quand même quelques amendements qui n'ont pas toujours été acceptés, il n'en demeure pas moins que nous sommes donc avec une volonté de responsabilité qui nous amènera peut-être pas à voter pour le budget, mais certainement pas à voter contre. Donc, vous, le RDSE, lundi, vous pourriez vous abstenir sur la copie de la droite et du centre. Voilà, Vote solennel. parce que notre volonté, quand même, avant tout, c'est que la France puisse se doter d'un budget. Parce que sur les territoires, nous sommes régulièrement interrogés et l'inquiétude que nous montrent les Français nous amène à assumer quand même une responsabilité. Notamment les maires qui doivent boucler des budgets ou aussi pour la campagne des municipales, pouvoir proposer des projets. S'ils n'ont pas de perspective sur leur budget, c'est quelque chose qui revient aussi dans les témoignages bien dans sûr, les départements. Eux sont en première ligne, bien entendu, les maires qui doivent boucler leur budget, mais aussi les citoyens qui en ont assez de voir un petit peu tout ce qui se passe et savent très bien que si nous ne votons pas de budget, la France en paiera les conséquences. Alors, évoquons la copie du Sénat sur quelques thèmes précis. Parlons par exemple du budget de l'écologie. La droite et le centre qui ont sabré dans certaines dépenses, notamment l'Office français de la biodiversité qui perd 26 millions d'euros dans son budget. Même chose pour l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il faut ces coupes dans les dépenses. Vous êtes d'accord avec la majorité là-dessus? Non, je ne suis pas d'accord parce que ce que je regrette, c'est ce manque de vision. Aujourd'hui, notre pays doit se concentrer sur les enjeux et une vision à moyen et long terme. Nous avons perdu cette politique de prospective qui nous permettrait effectivement d'engager notre pays par rapport à la transition écologique notamment et au défi du changement climatique. Là, on a, avec le projet qui nous est présenté, un esprit exclusivement comptable qui fait des coupes rases sur des missions qui, à mon sens, n'est pas la bonne solution. Autre sujet, l'agriculture. Les sénateurs qui ont renforcé les crédits en faveur du bio, est-ce que c'est une bonne surprise dans ce volet du budget? Oui, parce que effectivement, sur tout le volet transition écologique, là aussi, avec une vision que nous devons avoir, il y a eu quand même des coupes sombres par rapport donc au budget 2024, 2025 et ce budget qui est présenté 2026. Donc il était logique qu'on puisse augmenter les crédits et maintenir certains crédits, notamment les 500 millions sur le bio. Mais on voit, on est dans cette vision court-termiste et comptable parce que c'est la situation politique qui l'oblige. L'absence de majorité à l'Assemblée nationale fait qu'on a ce cas de figure aujourd'hui, vous ne le croyez pas ? Oui, peut-être, mais je ne pense pas. Je pense que nous, le Parlement, nous devons nous adapter à la volonté donc, du peuple. Le peuple a décidé qu'il n'y aurait pas de majorité absolue ni relative à l'Assemblée nationale, donc nous devons nous adapter à une vision politique du compromis qui puisse nous permettre donc d'avancer. Et notamment en agriculture, parce que l'agriculture, vous savez, ne dépend pas exclusivement du budget de l'État français, puisque le budget sur lequel on vote, c'est autour de 4 milliards, mais le budget européen, lui, c'est autour de 10 milliards. Avec la PAC. Avec la PAC. Et concernant donc les futures négociations de la PAC 2028-2034, nous devons être inquiets, parce que apparemment l'Europe rebat les cartes. Et la France pourrait être un grand perdant. Et la France sera un grand perdant parce que c'est un pays agricole. Et là, c'est toujours pareil. La vision que nous n'avons pas au niveau français, malheureusement, elle n'y est pas non plus au niveau européen parce qu'on a tendance à parler souvent de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est pas que de la communication, c'est du concret avec une vision à moyen et long terme. Et on entend votre alerte à ce micro. Il nous reste une minute pour évoquer peut-être la fin du processus parlementaire autour de ce PLF, ce projet de loi de finances. Il va y avoir la commission mixte paritaire en fin de semaine prochaine. 7 députés, 7 sénateurs. Un peu la dernière chance pour s'entendre sur ce texte, parce qu'après les délais seront trop courts pour faire des nouvelles lectures. Est-ce qu'on peut avoir un budget au 31 décembre? Question toute bête pour nos concitoyens. Moi, je le souhaite vraiment, et je pense que mon groupe est dans la même lignée. Nous souhaitons absolument que notre pays soit doté d'un budget. Pour cela, il faut que chacun et chacune d'entre nous puissent assumer leurs responsabilités, en sachant très bien que si nous ne votons pas le budget, ça coûtera excessivement cher à notre pays. Et merci Henri Cabanel. On entend tous ces messages à notre micro. Merci à vous. Merci.
Allez, on passe au deuxième thème dans cette émission et le président de l'autorité de la concurrence qui était reçu ce matin par la Commission des affaires européennes. On l'écoute. L'autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante et la contrepartie de l'indépendance, c'est la disponibilité pour la représentation nationale et l'échange avec la représentation nationale. Donc, toutes les occasions de le faire sont très bienvenues et je vous en remercie. Et je remercie les sénatrices et sénateurs ici présents d'assister à cette audition après une nuit de séance. Monsieur le Président, vous avez placé cette discussion sous la l'égide du rapport Draghi. Je voudrais continuer sur cette lancée et peut-être dire quelques mots d'introduction généraux sur le rôle que peut jouer la politique de concurrence aujourd'hui pour soutenir l'économie européenne qui est en mauvais état. Ça a été dit par Mario Draghi. De manière concrète, quelles sont les initiatives qui peuvent être prises pour que la politique de concurrence contribue à cet objectif de renforcement de la compétitivité, vous l'avez dit, mais aussi de la souveraineté et de la résilience de l'économie européenne. Et puis je ferai, si vous me le permettez, un petit zoom sur les questions numériques qui sont particulièrement d'actualité et toujours importantes. Donc vous avez cité le rapport Draghi et je partage tout à fait non seulement le résumé que vous en avez fait, mais également les conclusions de Mario Draghi. Les causes du décrochage de productivité de l'Europe par rapport aux États-Unis, décrochage qui est massif depuis une vingtaine d'années, sont triples. Une fragmentation persistante du marché unique, qui fait qu'une entreprise européenne ne peut pas tirer parti de l'accès à un grand marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs, comme le fait une entreprise américaine ou chinoise. Et donc, lorsque les entreprises européennes se lancent sur les marchés mondiaux, elles n'ont pas eu l'entraînement et elles bénéficient pas de la force que leur donne l'accès à un grand marché unique, comme c'est le cas aux États-Unis et en Chine. Deuxièmement, un accès insuffisant au capital, et donc ça renvoie à tout le débat sur l'union de l'épargne et de l'investissement que vous avez cité, Monsieur le Président. On peut en reparler. Et troisièmement, un niveau d'investissement insuffisant dans des secteurs stratégiques. Et Mario Draghi mentionne notamment les télécoms, la défense et l'énergie comme des secteurs où l'Europe n'investit pas assez. Et puis on le voit bien s'agissant des derniers développements technologiques. Je pense aux technologies vertes ou à l'intelligence artificielle. Je vais y revenir dans un instant. Alors, quelle est la place de la politique de concurrence dans ce paysage ? Ce que dit Draghi, c'est que la concurrence peut être un levier pour réaliser ses objectifs et qu'elle peut être mieux utilisée. Et je pense que c'est là qu'est toute la discussion. Comment mieux utiliser les instruments que nous donnent les traités et, en ce qui nous concerne, la loi française, le code de commerce, et est-ce qu'il y a lieu de les modifier ? Mais Draghi insiste aussi sur le fait que la concurrence n'est pas un obstacle à la réalisation de ces objectifs et que les entreprises européennes ne pourront pas réussir sur les marchés mondiaux si elles n'ont pas été plongées dans un environnement concurrentiel en Europe. Et d'ailleurs, les entreprises chinoises que nous voyons arriver sur les marchés européens, ce sont celles qui ont survécu à un environnement très concurrentiel en Chine. Ce ne sont pas les poulains du gouvernement chinois. Chine n'a pas été inventée dans un bureau du ministère de l'Industrie chinois. Chine fait partie de dizaines d'entreprises qui se sont lancées dans le secteur de la distribution en ligne et qui ont gagné contre les autres en Chine, qui ont éliminé leurs concurrents en Chine et qui, fortes de cette puissance, nous attaquent sur nos marchés de manière parfois déloyale, ce qui est un autre sujet, s'agissant particulièrement de Chine, mais en ayant bénéficié de cette dynamique concurrentielle et de ce grand marché qui est le marché chinois. Et donc les entreprises européennes ne réussiront pas sur les marchés mondiaux si on les protège de la concurrence sur les marchés européens. Et les grandes innovations technologiques que nous rêvons d'émuler aujourd'hui, je pense notamment à l'intelligence artificielle, elles ne sont pas non plus le résultat du brainstorming de chefs de bureau au ministère de l'Industrie américain, qui d'ailleurs n'existe pas. Alors,
Cela dit, je ne dis pas ça pour exonérer les autorités de concurrence de leurs responsabilités. Elles en ont une qui est grande. Et notre responsabilité, c'est d'utiliser les leviers que nous donne le droit européen pour renforcer l'économie française et européenne. Et notamment pour faire en sorte que la concurrence stimule l'innovation, l'investissement et la productivité, puisque ce sont les thèmes du rapport Draghi. Alors comment on fait ça ? Je pense qu'il y a des fausses pistes et il y a des vraies pistes dont certaines sont en discussion au niveau européen et qui méritent un fort investissement des autorités françaises. Bon, il y a une fausse piste qui est très présente dans le débat français, qui est la réforme de la définition géographique des marchés et l'idée que si, notamment en contrôle des concentrations, quand on contrôle les fusions entre entreprises, l'idée qu'il faudrait que l'échelon de cette analyse soit d'emblée l'échelon mondial, ce qui évidemment fait que toutes les entreprises dont nous allons parler auront l'air petites puisqu'elles seront comparées à un marché mondial. C'est un thème qui est très présent dans le débat français, notamment depuis la décision de la Commission sur Alstom et Siemens, où d'ailleurs le marché était mondial, il n'était pas européen, il était mondial à l'exception de la Chine. C'est là qu'était tout le débat. C'est pour moi un peu une fausse piste parce que les marchés sont ce qu'ils sont et ça n'est pas, les autorités de concurrence ne vont pas, par une décision administrative, changer la nature des marchés. Donc si on prend l'exemple du marché des télécoms, par exemple, le marché des télécoms, des services de télécoms est fragmenté en Europe. La réglementation et certes à certains cadres européens, mais beaucoup de facteurs qui déterminent l'offre de services de télécom résultent de réglementations nationales, qui ne sont pas nécessairement des réglementations des télécoms, qui peuvent être liées à la protection du consommateur ou à d'autres domaines. Les opérateurs eux-mêmes reconnaissent que les marchés sont nationaux. Et d'ailleurs, ils n'ont de cesse, ils rêvent de fusionner entre eux sur les marchés nationaux. Et il y a peu d'opérations télécom transfrontières. Il y en a une récemment qu'il faut saluer, qui est l'expansion d'Orange en Espagne, à travers l'achat de MásMóvil. Ça, c'est une belle opération transfrontière, mais ces opérations sont très rares. Et l'objectif de la plupart des opérateurs de télécom est de fusionner sur leur marché national. Parce que la réalité du marché est nationale. La réalité du marché n'est pas européenne. Et quand vous voulez changer d'abonnement télécom, vous n'allez pas regarder l'offre en Lituanie ou à Chypre. Voilà, c'est un fait. Donc, la définition des marchés... Si on veut analyser les marchés au niveau européen pour permettre de jouer sur les effets de taille et pour permettre la constitution de champions européens, c'est un bon objectif, mais pour ça, il faut harmoniser la réglementation entre les différents pays européens. C'est dans le domaine financier tout l'objet de la discussion sur l'union de l'épargne et de l'investissement. Et dans le domaine des télécoms, force est de constater que quand la Commission propose des harmonisations réglementaires, elle n'est pas suivie avec enthousiasme par les États membres. Je n'ai pas l'impression que la discussion à Bruxelles sur ces sujets prospère beaucoup. Donc il y a une forme de contradiction dans les discours des États membres qui à la fois appellent de leur vœu des effets de taille et une consolidation européenne, tout en s'opposant aux mesures d'harmonisation qui pourraient la rendre possible. Alors ça, c'est une fausse piste. Il y a une vraie piste importante et sur laquelle l'autorité de la concurrence est très mobilisée, qui est la prise en compte de gains d'efficacité lorsqu'on examine les concentrations. On a tendance à examiner historiquement les fusions entre entreprises sous le seul angle, pour résumer, de l'impact sur le prix pour le consommateur. Souvent, on élargit en regardant non seulement le prix, mais également la variété des services ou la qualité des services, qui est tout à fait, c'est une considération tout à fait légitime. Il y a beaucoup de décisions de l'autorité qui, y compris des conditions imposées pour l'autorisation, qui s'intéressent à ces questions de diversité de l'offre et de qualité de l'offre, mais on regarde peu la contribution de ces fusions à l'efficacité des entreprises concernées et plus généralement de l'économie. Or, derrière ce terme qui peut paraître abstrait de gain d'efficacité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la contribution à l'innovation, il y a la contribution à la résilience, et il peut y avoir la contribution à la souveraineté, soit au niveau français, soit au niveau européen. Or, le droit le permet. Le droit européen, c'est-à-dire le règlement sur les concentrations, le permet pour la Commission. Et s'agissant de l'autorité de la concurrence, le Code de commerce, en son article L 430-6, dispose que quand elle examine une fusion
en phase d'analyse approfondie. Donc il faut passer en phase 2, comme on dit dans notre jargon. Il y a des analyses simples et puis des analyses approfondies. Quand on passe en analyse approfondie, l'autorité apprécie si l'opération, je lis le code de commerce, si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Donc l'idée qu'il puisse y avoir un exercice d'arbitrage, de proportionnalité entre d'éventuelles atteintes à la concurrence et notamment des prix plus élevés pour les consommateurs et une contribution, alors la loi dans sa beauté grammaticale dit le progrès économique. Mais on est bien au cœur de cette problématique des gains d'efficacité. C'est possible. On ne le fait jamais. Donc, question, là, c'est possible à droit constant. Donc pourquoi ne le fait-on pas? Parce que notamment les lignes directrices de la Commission, qui sont la boussole de toutes les autorités nationales, en parlent très peu. Et on s'est enfermé dans une sorte de cercle vicieux où les entreprises, sachant qu'on ne le fait jamais, ne vont jamais nous le demander et nous le proposer. Or, c'est à elles de nous le demander en présentant des arguments en ce sens. Et donc, on ne le fait pas. Donc, il faut sortir de ce cercle vicieux. La Commission est en train de réviser ses lignes directrices sur les concentrations. La présidente von der Leyen et la commissaire, la vice-présidente exécutive Ribera ont décidé sagement, me semble-t-il, d'accélérer le calendrier de cette révision, qui était initialement prévu pour 2028. Donc maintenant, on va avoir un premier texte en mai 2026. Quand même beaucoup plus concret pour les entreprises. Il y a eu une consultation publique à laquelle beaucoup d'entreprises ont répondu, à laquelle les autorités françaises ont répondu. On discute avec la Commission de la manière d'opérationnaliser ce concept, à la fois en termes économiques, en termes juridiques et en termes de procédure, pour que les entreprises puissent, de manière très concrète, venir avec ce type d'explications quand elles veulent fusionner. Voilà. Je rappelle par ailleurs qu'il existe en droit français, et pas en droit européen, mais en droit français, la possibilité, à nouveau au terme d'un examen approfondi par l'autorité, la possibilité pour le ministre de l'économie d'intervenir et d'autoriser une fusion, même lorsqu'elle a été interdite par l'autorité. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'évocation du ministre, c'est dans l'article L430-7 du Code de commerce. Et le ministre peut autoriser une fusion pour un motif d'intérêt général autre que le maintien de la concurrence, notamment, je cite le Code de commerce, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou le maintien de l'emploi. Donc on peut tout à fait imaginer une situation qui, moi, ne me choque pas spécialement, chacun sera dans son rôle, où l'autorité indépendante, qui est l'autorité de la concurrence, signalera des risques pour la concurrence, et dira que sur cette seule base et au seul regard des arguments de concurrence, l'opération devrait être interdite, et où le ministre évoque l'opération en disant oui, peut-être. Le ministre ne peut pas nous contredire, il n'a pas le droit de contredire notre analyse de concurrence, mais il peut dire oui, certes, mais je considère que cette opération est bonne pour la sécurité nationale, qu'elle permet l'accès à des terres rares, qu'elle permet une meilleure protection contre le risque cyber pour nos entreprises, enfin des arguments qui sont des arguments qui relèvent du ministre et pas de l'autorité de la concurrence, qui dépassent la concurrence, et le droit français a organisé ce débat. Et ça n'est malheureusement pas possible en l'état au niveau européen. Je précise d'ailleurs qu'à chaque fois que l'autorité de la concurrence voit que l'interdiction d'une opération est une conclusion possible, donc notamment pour toutes les opérations qui passent en examen approfondi, en phase 2, moi j'appelle toujours le ministre de l'économie pour lui demander ce qu'il en pense. Et on a ce dialogue. Je l'ai fait sur TF1 M6, par exemple. J'ai demandé au ministre de l'économie si, dans l'hypothèse où l'autorité interdirait cette opération, il souhaitait néanmoins l'autoriser, parce qu'il considérerait que cette opération serait positive pour le développement industriel ou la compétitivité de la France. Bon, la réponse était non, en l'occurrence. Voilà. Donc c'est un dialogue qui a lieu. Et dans l'avenir, ça ne me choquerait pas du tout qu'un ministre autorise une opération qui a été interdite par l'autorité. Je pense que chacun sera dans son rôle et ça sera transparent pour la représentation nationale et pour le public. Donc les gains d'efficacité, c'est une piste importante. Il y a également toute une série de réflexions en cours dans le domaine du développement durable qui permettent de faire en sorte que les règles de concurrence ne s'opposent pas à la réalisation des objectifs de décarbonation, notamment.
Des initiatives que j'ai prises en arrivant à l'autorité, c'est de créer une nouvelle procédure dite d'orientation informelle qui permet aux entreprises d'aller voir l'autorité de la concurrence, de leur présenter des projets, notamment des projets qui supposent des coopérations entre entreprises, qui pourraient être qualifiées d'entente au regard du droit de la concurrence, pour avoir une discussion informelle avec nous, pour savoir, pour bien baliser les risques que cela pose et pour leur permettre d'améliorer leur projet de manière à ce qu'ils ne soient pas contraires au droit de la concurrence. Donc on a eu un certain nombre de demandes, on a déjà publié 3 orientations informelles de ce type. Dans le domaine, par exemple, de la mesure de l'empreinte carbone dans la nutrition animale, dans le domaine de la rotation des sols dans le secteur agricole. Et c'est aussi l'occasion pour nous de bien guider les entreprises à travers je dois dire, le maquis qu'est l'interaction entre le droit de la concurrence et les autres dimensions du droit européen, et notamment les règlements agricoles. Il y a un règlement dit règlement OCM qui exempte le secteur agricole d'un certain nombre de considérations, qui permet notamment aux organismes agricoles de travailler en tant que rassemblant des entreprises du secteur agricole. Et donc on est toujours à la disposition des entreprises pour les aider à concevoir leurs projets d'une manière qui respecte ce cadre juridique. Votre orientation informelle, elle n'est pas opposable? Non, c'est informel. C'est informel. Mais formalisé. Enfin, elle est publiée, c'est une lettre. Elle est sur notre site, d'ailleurs, parce que tout ce qu'on fait est public, donc il n'y a rien de confidentiel. Enfin, on enlève les chiffres confidentiels s'il faut, mais les lettres sont disponibles sur notre site internet. Et la raison pour laquelle c'est informel, c'est qu'on fait ça au stade du projet. On les encourage à venir nous présenter des projets qui sont suffisamment avancés pour qu'on puisse en discuter, mais qui ne soient pas déjà mis en œuvre. Parce que s'ils sont déjà mis en œuvre, là on rentre sur le terrain du contentieux de concurrence. Et voilà, donc il faut bien... on a tracé une ligne entre le conseil et le contrôle, on va dire, du droit de la concurrence. Voilà. Vous avez mentionné d'autres réflexions qui sont en cours au niveau européen. Donc, il y a en effet, j'ai mentionné la réforme la refonte du règlement sur les concentrations, qui est un exercice extrêmement important, sur lequel les autorités françaises, dont nous, sont mobilisées. Vous avez mentionné un autre texte qui est le règlement numéro 1 de 2003, qui est celui qui encadre la procédure et les pouvoirs de la Commission en matière de concurrence. Bon, là, il s'agit de questions qui sont importantes, mais qui sont plus techniques, puisqu'il s'agit en réalité de permettre à la Commission d'avoir accès à des instruments auxquels les autorités nationales ont souvent déjà accès en droit national, parce qu'il y a eu une directive, la directive ECN+, qui a été transposée en droit français, qui a harmonisé les pouvoirs des autorités nationales, et a permis aux autorités nationales d'être en quelque sorte en avance sur la Commission, puisqu'il y a des pouvoirs que la Commission n'a pas. Donc, si je prends un exemple, il y a un instrument dont l'autorité de la concurrence française fait souvent usage, qui est celui des mesures conservatoires, qui permet d'intervenir plus vite sur un dossier, et en évitant une instruction au titre du droit de la concurrence qui peut mettre des années en réalité. Donc là, on transforme les années en mois, donc c'est une grosse valeur pour les entreprises. C'est quelque chose que la Commission ne fait quasiment jamais. Pourquoi ? Parce que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le standard juridique dans la rédaction des textes européens est plus exigeant, met la barre plus haut qu'en droit français. Donc la réforme de ce règlement permettrait d'aligner finalement les pouvoirs de la Commission sur ceux des autorités nationales et permettrait notamment à la Commission d'intervenir plus vite. Voilà pour un extrait de cette audition de Benoît Cœuré ce matin devant la Commission des Affaires européennes. Bonjour Jean-François Rapin. Bonjour. C'est vous qui présidez cette commission. Quel était l'enjeu de cette audition ? Pourquoi avoir reçu le président de cette autorité administrative indépendante ? Dans le cadre de nos travaux réguliers, il était important, je pense, après avoir entendu Enrico Letta sur le rapport Draghi, sur le rapport Letta, de pouvoir avoir une vision plus franco-française de ce que peut être la concurrence et surtout son lien avec la compétitivité. Justement, Benoît Cœuré qui a évoqué ce matin l'importance de la concurrence, y compris
pour avoir des entreprises compétitives, il faut d'abord que nos acteurs européens soient forts sur leur marché pour pouvoir s'exporter sur d'autres marchés. C'est l'une des leçons de cette audition de ce matin. Oui, tout à fait. En l'écoutant ce matin, je pensais concurrence et concurrence, je pensais concours. Et il nous expliquait globalement que la concurrence, finalement, c'était quelque chose de stimulant, quelque chose d'important et qu'on ne pouvait pas se présenter sur un marché sans avoir une expérience de la concurrence. Oui. Il nous l'a expliqué très bien. Avec C'est aussi la leçon qu'on voit avec le marché chinois. Voilà, les géants chinois qui s'exportent en Europe sont d'abord des géants sur leur marché. Exactement. Et ce n'est pas d'ailleurs une administration chinoise qui a créé ces entreprises, c'est la compétition au sein de leur marché. D'accord. Après, contre-intuitif presque. Voilà. Après viennent bien sûr les questions de légalité dans l'application de la concurrence. Mais il nous expliquait ce matin qu'effectivement, les Chinois étaient très entraînés à la concurrence. Et donc après, pour s'exporter, c'était beaucoup plus facile parce que leurs règles de concurrence propres dans le gain de marché pouvaient essayer de s'appliquer aussi dans les marchés. Donc pas forcément une notion délétère pour les marchés, mais quelque chose qui peut être entraînant, un moteur de croissance. Qui est un moteur de croissance et surtout qui définit aussi quelquefois, qui permet à certaines entreprises de rectifier leur stratégie et leur tactique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'action de cette autorité, l'année 2024, qui a été qualifiée d'historique par Benoît Cœuré, l'autorité de la concurrence qui a prononcé pour 1,4 milliard d'euros d'amende l'an dernier. Alors, en jeu, 3 grandes affaires qui ont représenté le plus gros montant des amendes prononcées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a trop ou pas assez de régulation des marchés ? Je pense qu'il y a effectivement un dispositif en place qui permet une régulation de marché qui soit cohérente avec la réalité, mais comme il nous l'a dit aussi, le monde change. Et il nous a parlé de 2018-2019 en disant qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration-là. Et donc, on a besoin finalement d'autorités telles que celle de la concurrence en France, qui est le gendarme de la concurrence, pour pouvoir au moins surveiller ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une concurrence déloyale de tous ces petits colis qui arrivent en Europe? On en parle beaucoup, notamment avec l'examen au PLF, de ces Shein, Temu, AliExpress qui envoient ces millions de petits paquets qui arrivent en Europe et qui viennent aussi comme ça déstabiliser les marchés européens. Il l'a bien sûr évoqué en expliquant que Chine en fait était très entraînée sur son propre marché et essaye de conquérir d'autres marchés avec, disons-le, un premier succès, mais que derrière, il y a probablement des choses à réguler parce qu'on arrive dans du n'importe quoi finalement aujourd'hui. Et la question des petits colis, elle revient à chaque audition quasiment. Et leur taxation de ces petits colis, on sait que le Sénat voulait augmenter la taxation à 5 € pour les petits colis. Est-ce qu'on va en voir Espérons-le. Moi, des commissaires européens que j'ai pu voir sur le sujet, ils étaient tous sur la même ligne. Pour avancer au niveau européen rapidement et permettre en fait de mettre en place ces dispositifs. On a une dernière question. On a parlé ce matin du rapport Draghi. Vous avez commencé à en parler aussi sur la compétitivité en Europe. En Europe, il faudrait maintenant une simplification des normes et plusieurs centaines de milliards d'euros d'investissement. Est-ce qu'on est à la hauteur aujourd'hui pour rester compétitif? Clairement, aujourd'hui, non. Si on suit les lignes du rapport Draghi et les niveaux d'investissement qu'il demande pour que l'économie européenne puisse se mettre au régime de l'économie mondiale, surtout sur les aspects d'innovation et de recherche, où il dit qu'on est probablement très en retard. Et donc, le principe, c'est de dire comment on est capable de mobiliser tous ces fonds pour pouvoir alimenter le rapport Draghi, l'État, en tout cas, les éléments économiques qui pourront nous permettre de sortir de cette impasse. Moi, je n'ai qu'une solution, et je l'ai redit à Benoît Cœuré ce matin, c'est qu'il faut que l'Europe avance sur le regroupement des marchés, en fait, sur une gestion des marchés qui soit des marchés financiers, bien sûr, et de l'épargne, un seul marché de l'épargne et de l'investissement. Et non pas le CAC 40, la bourse de Francfort. Il faut épargne et investissement avec une volonté européenne de le faire. Ça peut avancer ça rapidement, vous le croyez? Unification des marchés financiers. Ça fait maintenant bientôt 6 ans que je suis à la tête de cette commission. Ça fait 6 ans que j'en entends parler. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on en voit le bout parce que ça réglerait pas mal de problèmes. Et on suivra ça très précisément sur Public Sénat. Merci Jean-François Rapin pour cette interview à notre micro. Allez, on passe au 3e titre dans cette émission et le vol au Louvre. C'était le 19 octobre dernier. Les sénateurs ont reçu cette semaine les auteurs d'une enquête administrative qui avait été diligentée dans la foulée par le ministère de la Culture. Et vous allez le voir, cette enquête est accablante. On écoute. Nous allons en effet, avec Pascal Migneret, vous présenter
les conclusions de cette mission qui était composée de 7 inspectrices, inspecteurs généraux, dont les 2 représentants de la DIRI. Et elle a auditionné en très peu de temps. Donc nous avons travaillé sur 2 semaines, ce qui est important en termes de, comment dire, presque d'emballement du temps. Et on a auditionné environ 70 personnes. Peut-être le premier point à noter, au-delà de la stupeur et de la situation de choc qui a été vécue par les agents qui sont les habitants du Louvre, la mission tient à saluer le très grand engagement de tous les agents, qu'elle a pu en rencontrer, quel que soit leur rôle ou leur statut hiérarchique. Néanmoins, vous l'avez évoqué, nous avons connu quelques difficultés pour recevoir des informations. Visiblement, ça n'est pas lié à une mauvaise volonté. Je salue là encore le travail fait par l'équipe dirigeante pour le plus rapidement possible nous transmettre les éléments. Mais une grande difficulté pour les équipes de récupérer toutes les informations, retracer l'histoire, ce qui marque effectivement un manque de mémoire et des difficultés dans la transmission des informations sensibles au sein de l'établissement. Le rapport, vous l'avez dit, a été remis à la ministre de la Culture le 5 novembre dernier. Il y a donc un petit peu plus d'1 mois. Depuis cette date, le Louvre n'est pas resté inerte. Sa direction et sa présidente ont engagé d'importants éléments. Ce n'est pas à moi de les évoquer, mais je veux qu'on se resitue bien dans le temps. Nous arrivons à échéance au 5 novembre 2025. En quelques minutes, je vais revenir avec vous sur les principaux éléments afin de répondre à vos questions. Juste un point pour commencer. Le Louvre, pour situer là où nous sommes, 2200 agents, 500 000 œuvres, dont 30 000 œuvres qui sont exposées, 37 hectares à la responsabilité de cette équipe, 244 000 mètres carrés, dont 70 000 mètres carrés d'exposition, plus de 9 millions de visiteurs en 2023, enfin près de 9 millions de visiteurs en 2023, c'est-à-dire à peu près pas loin de 30 000 visiteurs par jour. C'est une ville, en quelque sorte, et c'est pas une petite ville. Pour revenir au 19 octobre, l'analyse chronologique des événements survenus entre 9h30 pour l'arrivée, et puis 9h34 et 9h38 pour le temps vraiment du cambriolage, montre que les consignes ont été bien appliquées. Les dispositifs d'alarme, qu'il s'agisse des fenêtres ou des vitrines, ont bien fonctionné et avec une bonne réactivité. Les agents, et on resalue leur travail, ont fait ce qu'ils devaient faire pour mettre à l'abri les publics qui se trouvaient là. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas eu de difficulté. En revanche, il y a effectivement un certain nombre de dysfonctionnements. Tout d'abord, une insuffisance et une vétusté du dispositif de vidéoprotection extérieure. Le nombre total des caméras extérieures est très insuffisant. Là encore, je sais que ça fait partie des préconisations et que la présidente s'est engagée sur une augmentation. Sur les 2 caméras à proximité des faits, seule une était en activité, mais elle l'était suffisamment, bien que de qualité médiocre, pour permettre de voir la préparation ou les préparatifs du cambriolage. Le deuxième point, c'est l'insuffisance des protections mécaniques des ouvrants périphériques. Pour être très simple, la porte-fenêtre de la galerie d'Apollon qui donne sur le quai est mal sécurisée et l'est depuis 2003, où il y a eu des travaux. Le dispositif de verrouillage électromagnétique a été remplacé en 2022, mais le renforcement mécanique ne s'est pas fait. Par ailleurs, le temps de résistance du verre de la fenêtre est extrêmement faible. Ça fait partie, vous l'avez dit, des préconisations qu'on a pu voir dans l'audit Van Cleef & Arpels de 2019. Il dessine d'ailleurs avec une surprenante précision les fragilités de la galerie d'Apollon, mais il n'a pas été, et c'est qui nous a été dit, pour des raisons monuments historiques, et pas aussi le fait qu'on était sur une ici-pompier, possible de remédier à cette fragilité. Une insuffisance dans la coordination et la diffusion de l'alerte, c'est là un point extrêmement important. Si on revient sur le début de mon propos, on est dans une ville, la coordination des interventions, la multiplicité des intervenants est extrêmement importante. Par exemple, les images de la caméra sont reportées au PC central et au PC de zone, mais ils n'y sont pas regardés en direct. Et un agent du PC va activer un zoom de la caméra à 9h38 et 58 secondes, agrandir l'image, mais il est alors trop tard puisque les voleurs ont quitté la galerie d'Apollon. Cette problématique de l'insuffisance d'écran pour regarder toutes les caméras
est reprise, enfin est pointée dans un audit d'août 2025 sur du service opérationnel et de prévention situationnelle, le PSOPS, qui est rattaché à la préfecture de police, qui indique que les écrans sont en nombre insuffisant au regard du parc de caméras. Le PCC apparaît sous-dimensionné pour faire face à une crise majeure qui nécessiterait une centralisation de l'ensemble des équipements. Nous en sommes là, dans ce cadre-là. Là encore, dans les échanges que nous avons eus avec la présidence, ça fait partie, le PC central est dans la vraiment priorité dès début 26 de ce qui devra être, d'insuffisance auquel il sera remédié. L'intervention, et on peut la saluer, des agents de la société privée Securitas qui a une sous-traitance sur les abords du musée, accompagné des agents d'intervention du Louvre sur le quai François Mitterrand, a permis d'éviter le pire, c'est-à-dire la destruction avec un incendie, des traces. Et je pense qu'on peut se féliciter de ces interventions qui ont probablement sauvé ces traces, qui ont permis d'arrêter autant de malfaiteurs que ceux qui ont été arrêtés. Vous le disiez, Monsieur le Président, à 30 secondes près, les agents de Securitas ou les policiers à bord de la voiture auraient pu empêcher la fuite des voleurs. Pour ces 30 précieuses secondes, il aurait suffi, et c'est toujours un peu facile de le dire après, mais on reprend l'ensemble du déroulé, le signalement un peu plus rapide par les agents du PC s'ils avaient pu voir la caméra plus tôt, un temps de résistance à l'effraction de la fenêtre supérieur à celui qui a été constaté, une information aussi, et ça c'est important, plus précise, donnée aux agents de Securitas et à la police sur la localisation de l'effraction. C'est-à-dire que les agents ont dit il y a une tentative vol-intrusion galerie d'Apollon, mais sans dire par où ça venait. Ce qui fait que les voitures de police sont plutôt allées vers vers le carrousel et il aura fallu faire de demi-tour. Plus largement, on a une absence de coordination, une insuffisance de coordination, parce que le terme absence est trop fort, et de transmission des informations au sein d'établissements, j'y reviendrai, mais lors d'un changement de gouvernance, il apparaît clairement que ça n'a pas été suffisant. Il y a eu quelques échanges entre l'ancien président et la nouvelle présidente, probablement pas suffisamment entre les équipes, et c'est ce qui fait probablement que les deux audits qui sont si souvent évoqués, parce que si importants, l'audit de Van Cleef & Arpels et l'audit de 2017, n'étaient pas connus de l'actuelle équipe dirigeante du Louvre. Si on reprend cet audit de 2017, les extraits que je vais vous proposer montrent bien que la problématique de l'émiettement, de la coordination n'était pas là. L'établissement n'a pas intégré un véritable management de la sûreté et surtout, le PML ne peut plus ignorer faire potentiellement l'objet d'une atteinte dont les conséquences pourraient se révéler dramatiques, ce qui est arrivé. Alors, outre les dysfonctionnements que j'ai évoqués, plusieurs enseignements peuvent être tirés. Tout d'abord, le risque de vol à l'intérieur du musée a été sous-estimé. Dans la cartographie des risques de l'établissement, le risque intrusion-vol est coté à un maximum de 12 sur 64, c'est-à-dire sur une cartographie des risques, on est en zone verte. On n'est pas du tout en zone ni d'importance ni d'alerte. Deuxièmement, le vol a mis au jour les carences en matière de doctrine, de formation, de procédures de sûreté, sur la nécessité d'une refonte de la doctrine de sûreté, au-delà des missions d'accueil et de médiation confiées aux agents, il convient vraiment de travailler cette question par de la formation. Les formations vol ont représenté, dans le cadre des formations organisées par la DRH, pas plus de 4% en 2024. Et dans un des courriers adressés à la présidente juste après le cambriolage, il est évoqué que le scénario du 19 octobre n'a pas été envisagé. Donc on est là vraiment sur la nécessité de revoir les choses. Troisièmement, ont été relevées les insuffisances et la vétusté des équipements, en particulier la protection périmétrique, je ne vais pas y revenir, mais l'insuffisance de caméras ou leur obsolescence. Face au dysfonctionnement, la mission estime nécessaire de mettre en place 4 séries de mesures afin de renforcer la sûreté des œuvres du musée. Tout d'abord, la nécessité de réévaluer le risque de vol à l'intérieur du musée. Il faut, et il est important de compléter et d'actualiser les audits de sûreté réalisés en 2017, en 2018, mais il y en a eu un en 2023 sur les intrusions voitures béliers et un que je venais d'évoquer tout à l'heure du SOPS sur globalement la sûreté interne. Il y a un véritable travail qui doit permettre de mailler les choses vers une refonte de la cartographie des risques. Et une cartographie des risques n'est pas un objet
je dirais, mort qu'on met là, mais c'est un outil, et c'est un outil qui, derrière, doit conduire à des fiches d'action et à des process mis en œuvre par la direction de l'établissement. Il est important de renforcer l'efficacité de la stratégie de surveillance à travers, je l'évoquais, un plan de formation exceptionnel, mais aussi par la création d'une fonction spécifique rattachée à la présidence et disposant d'une autorité fonctionnelle sur l'ensemble des services. Là encore, la présidente a répondu positivement à cette recommandation, puisqu'une fiche de poste a déjà été publiée afin assez rapidement de pouvoir recruter quelqu'un. Troisième point, mettre à niveau les équipements. Et là, c'est la question du schéma directeur des équipements de sûreté qui a été initié en 2017 et qui devra être entré en réalisation à partir de 2026, ce qui fait une assez longue période. Et il est vraiment indispensable de reprioriser ce schéma directeur au regard des événements du 19 octobre, dans l'attente de son déploiement, prévoir la mise en œuvre de mesures compensatoires d'urgence autour notamment du bâtiment. Et le dernier point, c'est la nécessité de renforcer, mais assez structurellement, les relations entre le musée et son ministère de tutelle. C'est la question de la gouvernance et de la tutelle. Et ça vaut pour le Louvre, mais ça vaut aussi pour beaucoup d'établissements publics. Le ministère de la Culture se caractérise par l'importance de ses opérateurs. Les outils qui sont le contrat d'objectif, la lettre de mission, évidemment, la préparation des conseils d'administration sont des outils qui doivent être des outils vivants. On est au moment où le Louvre va travailler et va finaliser un contrat d'objectif. Ce contrat d'objectif était déjà très bien avancé. Il n'est pas envisageable, selon la mission, que la question de la sûreté ne soit pas un des éléments qui amène à refonder un peu ce contrat d'objectif pour être réellement pris au sérieux. Voilà comment nous voyons les choses. Il est important aussi qu'un point d'information régulier au sein de toutes les instances puisse être fait. La sûreté est une priorité majeure, elle doit être visible, présente, et les acteurs qui sont si importants, si nombreux au Louvre, doivent, dans leur organisation matricielle, notamment avec la refondation d'un comité de sûreté qui serait présidé par la personne en charge de ce poste, pourrait tout à fait être utile. Et puis évidemment, un point indispensable, ça fait partie de nos recommandations, lors de la passation, il n'est pas envisageable, comment dire les choses, il n'y a pas une personne qui dirige un établissement puis ensuite une autre. Il y a un établissement multiséculaire qui est le musée du Louvre, qui est un palais de France, et la personne qui le quitte a un devoir de transmission de tout ce qu'elle a pu y faire, notamment de plus sensible pour la personne qui arrive. Les équipes doivent vraiment travailler ensemble, et il est dans nos préconisations, il est préconisé de réfléchir avec les établissements, avec le secrétariat général du ministère, le secrétaire général étant, je le rappelle, aux fonctionnaires de défense et de sécurité, de réfléchir aux modalités de cette transmission afin de les normer un petit peu. Voilà en 10 minutes ce que je pouvais vous dire, Monsieur le Président. Voilà pour cette audition des hauts fonctionnaires qui ont donc réalisé l'enquête administrative après le vol du Louvre. Pour en parler, j'accueille ici Agnès Evren. Bonjour. Bonjour. Sénatrice LR de Paris. Les conclusions de ce rapport, qui sont d'une grande sévérité, a dit Laurent Lafont, et d'une certaine manière implacable. C'est le président de la Commission de la Culture. Vous êtes d'accord avec ce constat? La direction du Louvre est clairement mise en cause par ce rapport administratif? Oui, absolument. Il a employé les bons termes. C'est vrai que l'enquête administrative est accablante pour la gouvernance du Louvre. En fait, c'est une succession de dysfonctionnements, d'absence de décision et même de coordination. Et les enseignements tirés, à mon avis, c'est une triple faille. D'abord, sur la sécurité. Et il l'a dit, en fait, le talon d'Achille du plus grand musée du monde, en fait, était la sécurité. Et ça, c'est absolument inouï. On a bien vu d'ailleurs du point de vue de la protection périmétrique, il y a une quasi-absence de vidéosurveillance. Ouais. Et donc en fait, le plus grand musée du monde était totalement vulnérable. Par ailleurs, et ça a beaucoup surpris les Parisiens quand on leur dit qu'en fait, il n'y avait pas de direction de la sûreté. On en a une enfin aujourd'hui, au bout de 7 ans, alors qu'il y a eu beaucoup d'audits en fait qui alertaient sur le fait que ce musée est une passoire. Attention. Vous dites beaucoup de choses, hein. Donc on va revenir sur tout ce que vous avez pu commencer à évoquer. Mais effectivement, commençons par les audits. Il y en a eu 5 réalisés ces dernières années. La direction actuelle qui n'était pas au courant de 2 audits qui dataient de 2017 et 2018, qui pointaient directement des failles de protection, notamment de la galerie Apollon, la fameuse, celle où il y avait les bijoux. Il est hallucinant, vous êtes d'accord, que ces rapports disparaissent? Mais c'est non seulement hallucinant, c'est même, je trouve, un mépris
de la démocratie représentative. Pourquoi ? À 2 reprises, Madame Descartes a été auditionnée par la commission culture de l'Assemblée et du Sénat. Elle n'en a jamais fait état. La présidente directrice actuelle. Exactement. Et le Elle vous rapport a menti par omission. Oui, je trouve. Et le rapport de 2019 pointait justement la fragilité, en fait, du balcon de la galerie d'Apollon qui aurait permis aux cambrioleurs d'entrer. Donc, en fait, La vulnérité de la fenêtre. Ouais. Exactement. Et tout le mode opératoire était exactement décrit dans ce rapport. Et alors, figurez-vous qu'en fait, au moment où Laurence Descartes a pris ses fonctions, aucun tuilage, aucune passation n'a été faite. Et ça, honnêtement, les Français ne peuvent pas comprendre que quand on arrive à une nouvelle fonction, il n'y ait pas un état des lieux, des risques et des sujets qu'il faut traiter en priorité. Mais est-ce que ce n'est pas la responsabilité aussi de Jean-Luc Martinez, le précédent président directeur du Louvre, qui serait reparti avec les audits que j'ai mentionnés? Il va devoir répondre de ça mardi en commission. Vous êtes d'accord? C'est une faute, là encore. Mais c'est une faute et c'est inacceptable. Et il va être auditionné justement la semaine prochaine parce qu'on apprend, et Madame Descartes aussi mercredi, on apprend qu'en fait, il n'a pas transmis tout simplement ce rapport qui était totalement ignoré de Madame Descartes. Donc on en est là et on aurait pu peut-être éviter ce cambriolage si les bonnes décisions avaient été prises au bon moment. Oui, c'est pour ça qu'on parle d'une perte de mémoire en 2021 au moment de changement de l'équipe dirigeante du Louvre. Pierre Ouzoulias qui parle de ce manque de continuité du service public. Vous êtes d'accord avec votre collègue communiste? Absolument, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que malheureusement, comme je le disais, on n'a pas pu agir efficacement par ignorance en fait du fait que cet audit existait. Est-ce qu'il y a des manquements politiques aussi de la part de la ministre de la Culture? Visiblement, les relations entre la direction du Louvre et son ministère de tutelle sont trop distendues. C'est ce qu'a dit aussi une des personnes auditionnées hier. Il y a un manque de vigilance de la part de Rachida Dati. Au contraire, c'est tout l'inverse. Qui est aussi votre candidate pour l'élection municipale. Non, mais ça n'a rien à voir avec la candidate. Là, je parle de la ministre de la tutelle. Elle, très vite, elle a pris des décisions, elle a pris des initiatives. Elle a commandé justement cette enquête administrative. Ensuite, elle a missionné un député pour une mission d'information sur la sécurité des musées. Elle a versé 1 million d'euros aussi justement pour les flécher sur la sécurité. En revanche, je trouve que pour le coup, Madame Descartes n'a pas aussi bien déroulé, elle, la mise en œuvre d'un plan pour tout simplement sécuriser nos musées, en l'occurrence celui du Louvre. J'ai une dernière question, il nous reste 1 minute, mais vous avez commencé à en parler aussi, ce gros problème de culture de la sécurité. La directrice de la surveillance s'occupe de la surveillance, mais ça n'était pas son rôle d'examiner les problèmes de sûreté pure, a dit une des personnes auditionnées. C'est pour ça que l'on cherche à ce qu'il y ait quelqu'un qui supervise l'ensemble. Il n'y a aucune coordination. C'est donc aussi l'un des enjeux cruciaux, cette direction de la sûreté, qui n'est pas donc qui ne s'occupe pas de la sûreté pure. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une direction qui manquait d'investissement sur la sécurité déjà, et rien en termes d'organisation. Vous allez voir ces coursives pour aller voir le PC de sécurité, on hallucine. D'une vétusté, et je termine par ça parce que c'est très concret. Le PC sécurité, en fait, n'avait pas suffisamment d'écran pour afficher en temps réel toutes les images qui étaient filmées des lieux sensibles. Et autrement dit, l'image de la nacelle a été filmée, mais malheureusement, pas en temps réel. Ils l'ont eu 4 minutes après, les cambrioleurs étaient déjà partis. Et on hallucine quand on écoute vos auditions, ça se regarde comme un feuilleton télé, ces auditions de la Commission de la Culture. C'est pas fini, visiblement. Merci, on suivra ça la semaine prochaine. Merci Madame Evren. Merci à vous. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à lire les décryptages et à voir les replays. C'est sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous avec l'info dans quelques instants à 18h pour Sens Public. C'est présenté par Thomas Hugues. Très belle suite des programmes sur Public Sénat.